Alors, je vais te laisser la main, Simon, pour nous parler des éléments un peu plus techniques. Du coup, on va vous présenter les résultats des croissances des veaux issus de l'expérimentation Valo-Malbio. Donc, l'ensemble de ces animaux ont été élevés dans les départements du 44, du 85, du 49 et du 53. Donc, notre échantillon, du coup, il se compose, donc il a été constitué sur 6 années, donc depuis 2019 et les premiers essais en Mayenne, et on a suivi la croissance de 670 animaux. Pour chacun de ces animaux, en fait, on a enregistré différentes informations et performances, donc telles que la race, le sexe, le système d'élevage, le mode d'alimentation, des pesées régulières, donc depuis la naissance au sevrage et au-delà. On a enregistré aussi différentes dates, date de naissance, date de pesée, date d'abattage. Donc voilà. Tout au cours de ces Tout au long, voilà, de ces années, on est passé sur les fermes, on a enregistré les performances. De ces 670 animaux, on a 14 veaux qui sont morts en cours d'élevage. Voilà. Et au final, on a abouti à valider la croissance de 332 veaux sevrés qui ont été élevés sur 17 fermes différentes durant 6 années, avec pour chacune de ces années 2 saisons de naissance, donc celle du printemps et celle de l'automne. 13 systèmes d'élevage ont été mis en place par les éleveurs et nous avons différencié 5 catégories de races. Voilà. Et 332 veaux, c'est bien, on a des pesées qui sont faites à un moment T sur une ferme et on a retiré tous les animaux dont la pesée était supérieure à 45 jours par rapport à la date de sevrage. Voilà. D'où le fait que on est bien sur des expérimentations en ferme. Donc, on a beaucoup d'animaux engagés pour en retrouver le moitié moins dans nos résultats. Voilà. Donc, Dans, dans cette expérimentation, du coup, on a défini différents types de systèmes d'élevage, deux grands types. Donc, le premier type, sont des systèmes d'élevage qui se font en partenariat avec différentes fermes. Donc, un système d'élevage, il se définit par le nombre de fermes qui interviennent, le, le mode d'allaitement des veaux et le devenir du veau, si on va produire un veau, si on va produire des bœufs. Et donc là, dans nos systèmes avec partenariat, donc, dans les systèmes 1.1 et 1.2, l'éleveur allaitant achète une vache nourrice et 3 veaux, un éleveur laitier. Il gère la phase lactée, donc durant 5 à 6 mois, et au sevrage de ces veaux, ou il garde les animaux sur sa ferme pour en produire des bœufs, ou alors il les vend à un tiers pour les engraisser. Ensuite, dans les systèmes 1.3 et 1.4, là, en fait, les vaches nourrices sont déjà présentes chez les éleveurs allaitants. Ceux-ci achètent des veaux, ils réalisent l'adoption et donc gère la lactation pendant 5 à 6 mois, au sevrage de ces animaux, où ils sont gardés sur la ferme pour en faire des bœufs, où ils sont vendus à un tiers pour aussi produire des bœufs. Dans les systèmes 1.5 et 1.6, là, ce sont les éleveurs laitiers qui gèrent la phase lactée, donc soit sous des mers, soit au seau. Ce sont deux modalités que les éleveurs souhaitaient différencier. Et au sevrage, ils vendent ces animaux, du coup, à des tiers pour l'engraissement. Et dans les systèmes 1.7 et 1.8, là, l'idée, c'est ou d'acheter un couple mère-veau ou d'acheter des veaux et de les mettre sous des mères nourrices, de diminuer le nombre de veaux par mère dans l'objectif d'avoir une meilleure croissance sur ces veaux pour les valoriser en viande de veau. Enfin, dans le système 1.9, là, les veaux restent au sein du troupeau laitier, boivent sous les vaches qui vont à la traite et au sevrage, ils sont vendus à un tiers pour être engraissés. Donc, dans ces systèmes avec partenariat, ça nous donne une majorité du coup d'animaux qui sont élevés sous vache nourrice. Voilà. Et la majorité de ces animaux, du coup, sont identifiés pour produire des bœufs. Ensuite, élever des veaux laitiers, du coup, comme ça a été dit au départ, il est possible de le faire sur une ferme laitière. Voilà. Donc là, ce sont nos systèmes sans partenariat. Et donc, ce que l'on a calculé au sein des groupes, c'est que élever tous les animaux sur une ferme laitière
ça demandait d'augmenter par deux la surface fourragère principale ou alors de diminuer de 40% le nombre de vaches laitières. Voilà. Et donc, sur ces fermes, là, on a identifié aussi différents systèmes. Donc là, les veaux sont élevés sous des nourrices et au sevrage, où ils sont vendus en viande de veau, où ils sont gardés sur la ferme pour produire des bœufs. Ensuite, les éleveurs laitiers ont différencié la modalité élevée au seau, avec où où ils sont gardés sur la ferme pour produire des bœufs, où ils sont vendus en viande de veau. Et enfin, les animaux restent dans le troupeau laitier et quand ils sont sevrés ou ils sont vendus en veau, ou alors ils sont gardés sur la ferme pour être engraissés en bœuf. Et donc, dans ces modalités-là, donc la majorité de, des animaux élevés sur les fermes laitières sont gardés pour en faire des bœufs et quelques animaux sont quand même élevés sous nourrice, voilà, pour produire de la viande de veau. Voici pour la partie système. Et au sein de ces systèmes, du coup, les éleveurs allaitants ont en fait défini un cycle théorique d'une nourrice pour répondre à leurs besoins d'éleveurs allaitants, c'est-à-dire d'élever leur propre nourrice. Et donc, ce cycle de nourrice, il dure, on l'a défini sur 2,5 ans. Et de quelle manière ça se passe? Donc, dans la théorie, c'est l'éleveur allaitant achète au printemps une vache nourrice et ses trois veaux pour gérer la phase lactée pendant 6 mois. Au sevrage de ces trois veaux, nous avons donc trois veaux qui sont sevrés. Cette vache nourrice, du coup, on arrive à l'automne, cette vache nourrice va adopter deux nouveaux veaux. Donc sa lactation continue, elle allait deux veaux. Ces deux veaux sont sevrés au printemps suivant. Et là, de nouveau, on lui refait adopter deux veaux. Elle gère à nouveau sa phase lactée durant les 6 mois pour arriver à l'automne suivant. Au cours de ce deuxième automne, la vache arrive à 1 an et demi de lactation. On lui fait adopter seulement un veau. Au cours de cette période, on l'insémine et on arrive du coup au troisième printemps où notre vache sèvre son veau. Si elle est pleine, elle est gardée sur la ferme pour véler à l'automne suivant et lors de ce vélage, on lui ajoutera deux veaux plus le sien et elle repartira dans un nouveau cycle. Ou alors elle est vide et dans ces cas-là, c'est une vache qui sera engraissée, réformée. Et donc sur ce cycle, en fait, une vache nourrice adopte et élève jusqu'à 8 veaux. Ces veaux sont ou gardés au sevrage, sont ou gardés sur la ferme pour produire des bœufs ou directement vendus en viande de veau. Et donc, en termes de nourrice, aujourd'hui, donc, dans le cadre de notre essai de nos 332 veaux validés, ces 332 veaux, pour ceux qui ont été élevés sous nourrice, ça a mobilisé 66 nourrices. Chacune de ces nourrices a élevé entre 1 et 12 veaux sur sa même lactation. Et en moyenne, pour chacune des séries de veaux, chaque vache adopte deux veaux. Voilà, les vaches font entre une et 7 séries de veaux sur la même lactation, ce qui permet d'élever entre 1 et 12 veaux sur la même lactation. Donc maintenant, on va vous parler de la croissance de la naissance au sevrage. Donc là, ce sont les résultats 332 veaux élevés sur les 17 fermes, donc en 11 campagnes différentes. Donc une campagne, c'est une année plus une saison, et avec 5 catégories de races différentes. Dans cette partie, du coup, les poids au sevrage ont été corrigés à 210 jours, que ça soit comparable entre les différentes pratiques des éleveurs. Et en préambule, il faut savoir que quand on teste les croissances à 210 jours, on a un effet ferme, voilà, il y a des différences significatives entre nos différentes fermes, et on a un effet aussi année. Donc, pour commencer, au sein de notre lot, ça, ce sont les croissances mesurées réellement. Donc, nos 332 veaux ont en moyenne une durée d'allaitement de 175 jours, donc ça va de 300 à 90 jours, plus ou moins 40 jours. Au sevrage, à 175 jours, ces animaux font 200 kilos, donc plus ou moins 60 kilos. Et on enregistre un GMQ de la naissance au sevrage qui va de 900 grammes, autour de 900 grammes, voilà, avec une différence voilà, de 230 grammes au sein de notre échantillon. Toutes ces croissances, ensuite, on les a corrigées et on les a remises sur 210 jours. Donc là, on a comparé, on a regardé en fait l'effet race. On a identifié 5 races au sein de l'ensemble de notre effectif. Dans notre effectif, il faut savoir qu'il y a 59 races et croisements différents que l'on a regroupés en 5 grandes catégories. Donc, nous avons ici la catégorie lourde. Donc ça, ce sont les animaux laitiers qui sont croisés avec ou du charolais, ou du limousin, ou de l'INRA, ou du blanc-bœuf belge. Nous avons les animaux qu'on a qualifiés de précoces. Donc les animaux laitiers croisés avec de l'Angus ou de l'Hereford. Nous avons les animaux purs laitiers, donc les animaux de type Holstein ou Jersey, donc 4, un effectif très faible. Du coup, nous avons les animaux mixtes, donc Normand ou Montbéliard, et les animaux rustiques,
Donc ça, donc les animaux de race bretonne pinois ou nantaise. Donc on constate un effet race. Donc les animaux laitiers et rustiques, voilà, ont des poids à 210 jours plus faibles que nos trois autres catégories. Et au sein de nos trois grosses catégories, donc mixtes, précoces et lourdes, ce qu'on peut voir, c'est que les animaux de race lourde sont plus lourds à 210 jours que les animaux de race précoce. Donc on a 20 kilos de différence au sevrage et on a 100 grammes de GMQ de différence. Les animaux mixtes, eux, se classent entre les deux. Voilà, entre les animaux de race lourde et les animaux de race précoce. Ensuite, on a regardé s'il y avait un effet sexe. Donc, dans notre effectif, on élève 64% de mâles, voilà. Mais du coup, ça veut dire qu'on a aussi les femelles qui sont non destinées au renouvellement, qui rentrent dans notre étude et qui sont aussi élevées et valorisées pour la viande. Et là, au sein du sexe, au sevrage, on n'a pas de différence de poids à 210 jours entre nos deux catégories. Et quand on combine l'effet sexe au sein de chacune des races, la différence que l'on observe, elle a lieu entre les mâles issus de croisements lourds, qui sont significativement plus lourds que nos mâles précoces et nos femelles précoces, respectivement 40 et 30 kilos de différence au sevrage et 150 grammes de GMQ en moins chez les animaux précoces. Donc, on s'est aussi intéressé aux saisons de naissance entre les veaux qui naissent au printemps et les veaux qui naissent à l'automne. Donc là, on a autant d'animaux qui ont été validés pour chacune des saisons. Et sur ces deux graphiques, ce que l'on peut voir, c'est que chaque point est une pesée, chaque couleur est un veau, et la barre rouge représente la date de sevrage, et la courbe bleue, c'est la courbe de croissance de référente construite par la Chambre d'agriculture de Mayenne et Bovin Croissance, et sur laquelle nous plaçons nos veaux et nos différents poids pour savoir si nos projets, nos essais et, et les conduites sont cohérentes et tiennent la route. Du point de vue de la saison, on remarque qu'il y a un effet saison, en fait, avec un léger effet saison, du coup, avec des animaux du printemps qui sont plus lourds de 10 kilos au sevrage que nos animaux d'automne. Et ces animaux font 70 grammes de GMQ de plus que nos animaux d'automne. Donc, dans cette partie, du coup, on s'est aussi intéressé à notre système d'allaitement. Donc là, pour chacun de nos veaux, on a identifié s'il était élevé sous une vache nourrice ou au seau. Les 16 veaux en NA, c'est une donnée qui nous a manqué. Là, on a 249 animaux élevés sous vache nourrice contre 67 élevés au seau. Là aussi, on a une différence significative de poids au sevrage entre les animaux sous vache nourrice et les animaux au seau. On a une différence du coup de 40 kilos entre ces deux modalités et de 250 grammes de GMQ de différence entre les animaux élevés au seau et les animaux élevés sous vache nourrice. Et enfin, on s'est intéressé à l'effet du prix du veau sur sa croissance à 210 jours. En fait, dans le cadre de notre expé, nous avons un certain nombre d'échanges et de partenariats entre éleveurs laitiers et éleveurs allaitants. On a des prix d'achat de veaux. Et donc, on a comparé là, pour vous montrer, le prix d'achat des veaux dans l'XP Valomal Bio, donc 182 veaux achetés là sur 5 années. Et on l'a comparé juste en termes de prix d'achat par rapport à notre base de données Tech Eco du Sivamade et Bio 53, dans lequel là, on avait 8400 veaux sur 16 années. Et donc, quand le prix moyen est de 150 euros dans notre base de données Tech Eco, il monte à 180 euros en moyenne dans le cadre de l'XP Valomal Bio. Et il faut savoir que dans la base de données TechEco, c'est l'ensemble des veaux. Dans l'XP Valomal Bio, les éleveurs ont plutôt tendance à se vendre les meilleurs veaux et ceux qui ont le meilleur potentiel. Et donc, pour ces veaux, on les a reclassés sous différentes classes de prix. Donc, les animaux qui ont été achetés moins de 150 euros, les animaux qui ont été achetés entre 150 et 200 euros, les animaux qui ont été achetés entre 200 et 350 euros, et les animaux à plus de 350 euros. Et les animaux NA. Ce qu'il faut savoir, c'est que les animaux NA, c'est des animaux qui sont nés et élevés jusqu'au sévrage sur une ferme laitière. Et les animaux à plus de 350 euros, du coup, ce sont des veaux achetés sevrés par des engraisseurs. Et là, on remarque qu'il y a en fait une différence significative entre les animaux qui sont achetés jeunes et élevés chez les éleveurs allaitants, donc les trois flèches rouges, versus les animaux qui sont achetés plus vieux au sevrage et donc à plus de 350 euros. Et là, au sevrage, les animaux, on a une différence de 50 kilos entre les animaux achetés jeunes
et les animaux achetés sevrés. Merci Simon. Si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas dans le chat ou autrement on fera avec le petit icône en bas où vous pouvez réagir en levant votre main. Annelle qui va nous présenter donc les résultats d'abattage des animaux qui ont été abattus. Comme vous pouvez le voir, le projet a démarré depuis 2019, mais une partie des animaux n'ont pas été abattus. Donc là, on va vous présenter les animaux qui ont été abattus, pardon, et qui sont passés via la filière Rebio. Voilà, donc comme le dit Anne, sur la base des 330 veaux qu'a montré Simon, il y en a plus que 57 qui ont été abattus et valorisés par la filière. Euh, donc on n'a pas on n'a pas détaillé autant que Simon sur les systèmes d'élevage, etc. Mais ça permet de donner un premier regard sur la typologie, la conformation des animaux et voir si ça répondait bien à la question qu'a soulevée Jean-Marie au départ. On se doutait que ces animaux correspondaient totalement au marché de la viande bio et notamment sur le haché. Euh, mais c'était l'occasion de vérifier sur les conformations et les types d'animaux. Donc dans ce projet-là, ont été valorisés en filière 27 bœufs, 12 génisses, alors un taureau, et puis après 17 vaches de réforme. Donc ces vaches de réforme, c'est bien les tentes et les vaches nourrices qui ont été mises, qui ont servi à élever des veaux tout au long du projet. Sur les typologies de races, donc au niveau des bœufs, il y a eu 9 bœufs de race mixte, 10 bœufs qu'on a catégorisés dans la typologie de race lourde, donc c'est des croisements laitiers avec des races typées allaitantes, type Charolais, Limousin, Bleu, Blanc et INRA. 5 bœufs croisés laitiers avec des races précoces, donc Angus, Hereford. Et 3 bœufs non définis. Pour la plupart, c'est des paires qui sont tombés en race, enfin qui sont en race 39, donc qui sont croisés souvent sur des croisements 3 voies dans les systèmes laitiers. On a donc 12 génisses, à savoir que dans cette expérimentation, on était plutôt parti sur la valorisation des mâles, mais il se trouve qu'il y a aussi sur les fermes laitières une part d'animaux femelles qui sont pas toujours, qui n'intègrent pas toujours le troupeau et qui sont pas toujours valorisés en bio. Donc c'était aussi l'occasion de voir sur les animaux femelles s'il y avait une valorisation pour ces animaux-là. Et enfin, sur les vaches de réforme, l'immense majorité des animaux étaient des animaux de type mixte. Donc, on a regardé un peu sur les animaux, donc les bœufs abattus. Donc, c'est des animaux qui ont été abattus pour la plupart entre 26 et 30 mois. Et sur les poids à l'abattage, on est sur des poids qui se situent entre 350 et, alors pour la plupart autour de 460 kilos. Il y a quelques animaux un peu exceptionnels qui ont dépassé la barre des 500 kilos. En termes de répartition, forcément les animaux type précoce ont été abattus un peu avant avec des poids carcasses un peu plus faibles. Euh, et les animaux type lourd, donc croisés avec des races allaitantes, avec des poids carcasses un peu plus élevés. Et donc là, on vous a remis le classement des bœufs, donc le classement Europe, EUROP. Plus on est donc haut, c'est des conformations de type animaux, animaux mixtes ou croisés, laitiers croisés, jusqu'à R où on est plus sur des typologies d'animaux croisés allaitants, enfin laitiers croisés allaitants. Euh, donc on est sur la plupart des animaux qui sont tombés en état d'engraissement 3. À savoir que l'état d'engraissement, c'est quelque chose qui est important pour la filière, puisque on est plutôt à la recherche d'animaux où il y a un petit peu de gras pour le goût, pour la conservation aussi de la viande. Donc les animaux s'étalent de O-3 à R+3 avec forcément un effet croisement. Donc les animaux mixtes ou précoces sont plutôt dans les catégories O, alors que les animaux croisés allaitants vont tomber plutôt dans les catégories R. Et après, la question qui est importée au niveau
du groupe du CIVAM était comment sont valorisés ces animaux-là, quel est leur débouché final. Donc ça, c'est les marchés sur lesquels ces animaux ont été valorisés. Sur les animaux qui sont classés en au moins, au égal, c'est des animaux qu'on affecte à une catégorie qu'on appelle VPH, donc viande pour hacher. C'est des animaux qui vont presque en totalité se retrouver sur le marché du haché. Et sur les animaux qui vont être au-dessus de O+, et en R, c'est des animaux sur lesquels on va pouvoir récupérer quelques muscles nobles qu'on va mettre souvent en barquette et le reste de la carcasse sert le marché du haché. Et comme le disait Jean-Marie en début de ce webinaire, le marché de la viande bio est tourné à 80% autour du haché. Et structurellement, c'est quelque chose qui tend à augmenter, enfin en tout cas, on ne voit pas cette part du haché diminuer dans les années à venir. Et c'est des catégories sur lesquelles on a tendance à manquer un peu d'animaux. Donc ces animaux, au vu de leur poids, de leur conformation et de leur état d'engraissement, répondent parfaitement à ce marché-là. Il y a quelques animaux là qu'on a soulignés avec les petites loupes qui ont été un peu exceptionnels. Donc il y a deux animaux mixtes qui ont dépassé les 500 kilos. Ça, on est sur des poids carcasses qui sont assez élevés et qui sont un peu plus compliqués à valoriser en catégoriel parce qu'on a des tailles de muscles qui sont grosses et qui sont parfois compliquées à valoriser sur des barquettes libre-service. Donc ça, c'est des animaux sur lesquels potentiellement on peut avoir un déclassement vers du haché, enfin VPH totalement en viande pour hacher. Et après, on a un animal qui est tombé en R+3. Donc ça, on est sur une conformation assez supérieure sur lesquelles on peut éventuellement détailler des muscles qui vont être mis sous vide pour de la boucherie. Mais dans ce cas-là, ça n'a pas été le cas puisqu'on est sur un croisement entre une race laitière et une race allaitante et que parfois c'est un peu compliqué de valoriser ces croisements-là, même si on essaye de le mettre de plus en plus en avant pour les bouchers. Merci Annelle. Donc on va passer maintenant au témoignage donc, de Germain et puis de Séverine. Je vois qu'il y a plein de questions, donc on va vous regrouper les questions, ça viendra après et on répondra à vos questions. Donc je laisse la main à Germain. Bonjour à tous. Je vais présenter vite fait la ferme. J'ai installé en 2011 sur une ferme en individuel, mais on est entre 1,5 et 2 à bosser sur la ferme. Aujourd'hui, la ferme fait 122 hectares et production de viande bovine et de grandes cultures avec une grosse part de prairies naturelles sur la ferme agronomiquement parlant. Voilà. Et donc, on a démarré à l'installation avec un système en vache allaitante charolaise vente de broutard. Et petit à petit, on a fait un peu de croisement et donc voilà, comme l'a expliqué Eric, je ne vais pas retracer le début du groupe. Voilà, on a été amené à réfléchir à l'élevage des veaux laitiers. Et, parce que oui, déjà le fait que le troupeau est devenu multicolore un peu en race allaitante, c'était un peu plus facile à ce qu'il devienne aussi multicolore avec des vaches, avec des animaux issus du troupeau laitier. Donc aujourd'hui, on a à peu près 100 UGB. Voilà, donc 28 sur Valomalbio. On est quasiment à 50% là aujourd'hui. Et là, c'est les chiffres de 1 ou 2 ans. Donc voilà, on a gardé une partie allaitant qui représente la moitié des UGB et le reste, donc c'est l'élevage de veaux sous vache nourrice pour faire des bœufs. Donc on vend un petit peu de veaux, on vend des bœufs et des génisses de viande et encore un petit peu de broutard puisque c'est pas toujours facile de réduire le troupeau de nerfs allaitantes. Donc on vend un petit peu de broutard, mais qui aujourd'hui sont quasiment tous valorisés dans des fermes, enfin qui vont en ferme bio pour de l'engraissement à l'herbe. Sauf quelques charolais qui restent encore. Mais ça devient infime. Les chiffres en dessous, donc oui, c'est nos durées d'allaitement entre le printemps et l'automne. Il y a un petit peu de différence, même si à la base, normalement, c'est identique. Voilà, donc on a 2 périodes de frais groupés. Donc ça, tant qu'on peut le faire, on est attaché à ça. Donc on accueille les veaux du 15 mars au 15 avril et du 15 septembre au 15 octobre. Voilà, puisqu'on a nos vélages d'allaitant plutôt en février, début mars. On ne veut pas croiser les animaux par rapport aux soucis sanitaires. Et voilà, donc les poids au sevrage et les GMQ. Donc on avait un objectif de 1000 grammes quand on a démarré le projet on voit qu'on arrive à ça, donc ça, c'est quelque chose qui nous convient aujourd'hui. Donc oui, donc aujourd'hui, là, cette année, on arrive à 13 nourrices. Donc,
depuis 3 ans, on était plutôt autour de 8-10 nourrices. Donc on accueille des nourrices en début de lactation plutôt avec 3 veaux, comme ça a été présenté dans le système 1.1 par Simon, je crois. Et, et donc au tout départ du projet, on s'était dit que ces vaches-là étaient plutôt des vaches de réforme qu'on allait réformer après cette adoption. Et en fait, on s'est vite aperçu qu'on allait manquer de nourrices, puisque les éleveurs laitiers élèvent aussi leurs génisses sous vaches nourrices. Et puis aussi, pas facile de se séparer d'une vache, on a géré un peu l'adoption et voilà, aussi vite que ça pour la réforme. Donc est venue l'idée de réadopter des nouveaux veaux. Et, euh, et donc voilà, et est venue aussi l'idée chemin faisant de faire des lactations longues. Donc aujourd'hui, sur la ferme, on met 2 veaux tous les 6 mois, tant que la vache peut accepter, donc soit par son comportement, soit par sa production laitière, des nouveaux veaux. Il y en a une petite partie qui est inséminée pour aussi faire du renouvellement de nourrice aujourd'hui. Donc renouvellement dans le sens où elle va reveller, mais aussi insémination en race laitière depuis l'année dernière pour élever des futures nourrices qui seront nées élevées sur la ferme. Donc l'alimentation, on essaye d'élever les vaches nourrices comme des vaches laitières d'un troupeau laitier, c'est-à-dire un peu plus que nos vaches allaitantes en termes d'alimentation. Donc c'est herbe, pâturage intégral quand la production d'herbe le permet, et complémentation sinon avec ensilage d'herbe et foin et un peu de céréales sur les périodes où l'herbe vient manquer. Ok, merci Germain. Je vais laisser la parole à Séverine. Donc, GAEC Notre Chemin en Vendée. Donc, on est un GAEC à 3 associés depuis 2020. On a 310 hectares de SAU dans le bocage, 120 hectares de prairies et 190 hectares de cultures, donc principalement des cultures de vente, blé, pébrole, maïs grain et haricots secs. Notre particularité, c'est que le cheptel laitier de 75 Normandes n'existe seulement depuis 2021. À l'installation, là, en 2020, on avait des blondes d'Aquitaine à vendre, donc on les a vendus. Et on a acheté un lot de génisses de 1 an de Normand pour commencer la production de pierre. Alors, en fait, avant là, qu'on les achète, on s'est posé tout de suite la question de savoir ce qu'on allait faire des mâles. Très vite, on s'est dit qu'on allait les garder, puisque en fait, comme on avait laissé quand même 120 hectares de prairies, on s'est dit, on va les valoriser. Et on a choisi de caster les mâles, les valoriser. Donc, nous, on élève nos veaux, que ce soit femelles, nos veaux et nos mâles sous mère nourrice. Les mères nourrices, en fait, c'est souvent nos vaches laitières, en fait, soit qui sont assez nulles, soit qui ont des problèmes de voiture. Souvent, on privilégie celles qui marchent moins bien dans le troupeau laitier. Et on leur met entre 2 et 4 veaux. Ça arrive qu'ils avaient 4 veaux en début de lactation. En général, on laisse les veaux au début 1 mois avec la mère en continu dans la même case. Et quand on s'aperçoit qu'il y a un veau qui prend le dessus, on va les mettre dans une case à côté et on va libérer les veaux 2 fois par jour. En fait, on va libérer les plus faibles au début puis les plus gros après. On les libère le matin et on les garde sous mère nourrice jusqu'à 4 à 6 mois, ça dépend de mon besoin en mère nourrice. Dans l'étude, nous, par contre, on n'a jamais été au bout de vendre les bœufs qui ont été élevés sur la ferme, mais on en avait vendu avant d'intégrer l'étude. On avait vendu en 2023, on avait fini par rembourser ces études, on les élève au pâturage, mais on les avait essayé de les finir en bâtiment là. D'automne à janvier, on les avait vendus à 38 mois et ils faisaient environ de moyenne 510 kilos de carcasse. Cette année, à l'inverse, on les a vendus en sortie de pâturage à 34 mois et là, ils faisaient 450 kilos de carcasse. Ok, merci Séverine. Alors, je vois qu'il y a plusieurs questions qui sont affichées. Donc, si Anaëlle, tu peux les regrouper
ou s'il y a peut-être Il y a il y a 15 questions. une première question d'Adrien concernant la complémentation post-sevrage. Donc, peut-être que Germain et Séverine, vous pouvez répondre sur l'alimentation post-sevrage des veaux. Il y a un petit peu de concentré au début, au moment du sevrage, et puis après, ils ont une ration plutôt avec des fourrages riches. Voilà, alors, les veaux sevrés au mois de novembre sont rentrés en bâtiment. Enfin, ils ont une petite phase herbe avec un petit peu de foin et de concentré au mois d'octobre, et puis après, ils rentrent assez vite pour le premier hiver. Après, il y a des éleveurs qui font plus à l'herbe que ça, hein, mais dans le groupe. Voilà, et après l'hiver, le premier hiver avant un an, ils ont ensilage d'herbe, foin et un petit peu de céréales. Et sur les veaux sevrés au printemps, ils sont plutôt à l'herbe, mais avec des croissances plus faibles le premier été. Si on complémente pas, on complémente peu l'été et du coup on a des croissances plus faibles sur les animaux de 10-12 mois le premier été. Merci Germain. Séverine, est-ce que tu peux répondre à la question? Oui, alors nous, pour les pots de printemps, quand on les sèvre, on les met à l'herbe et on met un nourrisseur avec du maïs sec et de la fève en fait, pour les complémenter. Et même ce printemps dernier, on a laissé une mère nourrice pour 5-6 veaux en fait, avec. On a vu qu'ils avaient quand même pris plus que les autres d'avant. On n'a pas fait de vrai pesée sur cela, mais dans l'ensemble, on les trouvait plus beaux. Et quand on les sèvre à l'hiver, c'est en bâtiment avec pareil une base de maïs sec, pétrole, d'herbes. Nous, on les complémente dès qu'ils sont à partir de 2 ou 3 mois, ils ont aussi du maïs sec et de la févrole à volonté dans un bac devant eux. S'ils veulent y toucher, ils y touchent. Et du point, mais en général, ils y touchent pas. On met dès leur naissance, ils ne touchent pas avant 2 mois. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être plus sur la présentation de Simon ou pas? Il n'y a pas forcément beaucoup de questions. S'il y a une question de Louis-Pierre Chauvin, je t'invite à la détailler. Oui, est-ce qu'il y a eu des essais en baby veuf, c'est-à-dire en animaux plus jeunes, et avec forcément des barquettes plus petites ou des choses comme ça? Et donc des animaux plus jeunes, genre 1 an et demi. Voilà. Non, pas chez nous, je disais. Non. On a fait du 24-23 mois, mais pas avant, sur des races précoces. Il y a une question d'Éric qui peut peut-être aussi répondre par rapport au croisement avec des races Angus sur des abattages à 20-26 mois. Éric, peut-être que tu veux détailler? Non, moi, en fait, je voulais répondre, euh, les animaux de 10-12 mois, quelquefois, ils sont vendus à d'autres éleveurs et du coup, ces animaux-là partent en finition viande, hein. Il n'y a pas eu à ma connaissance, d'abattage très précoce d'animaux. Voilà. C'était juste une réponse à ça. Après, sur les angus, ben, Germain est plus compétent que moi. Moi, je suis plus dans l'adoption et dans les élevages laitiers. Peut-être que tu peux mettre Oui. comment, parce que l'adoption, on n'en a pas trop parlé dans la présentation technique de Simon, mais ça peut peut-être être un point quand même assez crucial, hein. Est-ce que les éleveurs, ceux qui adoptent, peuvent en parler? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Excuse-moi, Oui, Anne, si Jean-Marie, si vas-y, je peux compléter par rapport à la question d'avant, vas-y. qui est importante parce que la demande sur le marché, elle est plutôt sur des animaux plus jeunes, effectivement. Mais dans nos systèmes en bio, on n'arrive pas à... En tout cas, c'est pas l'expérience qu'on a, pas forcément à travers Valomal, mais dans un certain nombre d'élevages, y compris le nôtre. En dessous 24 mois, on a du mal à finir les animaux et avoir des carcasses suffisamment grasses pour avoir et la qualité, la couleur et la tendreté. Donc, en dessous 24 mois, c'est compliqué. Mais la recherche pour le marché, elle est plutôt de rajeunir, donc d'aller sur du 24-30 mois avec des carcasses un peu moins lourdes, effectivement. D'ailleurs, il y a eu un projet XP qui a Ouais. suivi l'IDEL sur ces jeunes animaux et qui ont été testés en restauration collective, hein. Bah, Oui, tu parles de proverbial. Oui, c'est ça. Ouais, mais on se heurte encore. Bon, j'entends le collègue des bio, mais le monde de la viande est un peu, c'est dur à bouger, hein. On a du mal à placer effectivement notre
notre gibier fini parce que les bouchers disent, ah non, le bœuf, soit c'est blanc, soit c'est rouge, et qu'est-ce que c'est que cette viande que vous m'amenez? Donc, il y a tout un travail de fond à faire. Moi, je vois que Prévert cherche énormément de veaux rosés autour de 9 mois et serait prêt à prendre même des veaux issus du troupeau laitier. Donc, on est vraiment dans un autre type de viande. Oui, ça va en restocco, mais il y a beaucoup de choses qui bougent et il faut peut-être sortir de son sempiternel schéma du bœuf rouge, machin et tout. Et il y a de tout, quoi, hein. Et moins longtemps le veau reste sur la ferme, mieux ça va pour la trésorerie, pour l'éleveur, pour l'élevage. Euh, J'en parlais aussi avec l'acheteur du lait bio, hein, que je connais bien. Mais il me dit, ah, nous, on prend pas des animaux jeunes, on prend des bœufs, même rajeunis. Je sais pas, il faut changer tout ça, il faut bouger, quoi. Euh, C'est pas du tout le même type de viande. Le marché du veau à Absolument. 9 mois, il existe pour du sauté, pour de la restauration collective. Et là, il y a un besoin énorme parce qu'avec la concurrence au broutard, on n'a plus de veau en bio, c'est très compliqué. Voilà, Mais c'est voilà. deux, mais c'est vraiment deux marchés différents qui vont alimenter deux types de rayons différents. En fait, aujourd'hui, il faut qu'on se positionne dans le rayon viande un peu en concurrence de la viande de bœuf classique. Donc, on a une demande sur la couleur et la tendreté qui est importante, ce qu'on a du mal à faire avec des veaux rosés, quoi. Parce que du coup, on n'est pas assez coloré. Donc, mais effectivement, réfléchir sur un rajeunissement, mais on a une limite, nous, dans nos systèmes en bio, c'est quand même le cahier des charges qui nous limite dans les quantités de concentré, ce qui n'est pas Mhm. forcément une mauvaise chose, mais ce qui fait on peut pas, enfin, c'est compliqué d'aller en dessous. Alors peut-être à travailler sur des races qui rajeunissent un peu, mais là-dessus, j'ai pas de retour encore, quoi. Bon, oui, il y a un gros travail sur les races, ça, c'est la clé. On en parle beaucoup avec Gérard Mongis, là, il y a un gros travail là-dessus. C'est la clé. C'est la clé. Oui, sinon, j'avais d'autres questions. Ben, moi, au niveau de l'adoption, qui est quand même le point crucial, j'ai beaucoup d'éleveurs qui seraient intéressés, mais ils disent, oh là là, ça va être le foutoir, comment on fait pour faire adopter? Surtout quand il y a le petit veau biologique, parce qu'il y a une école qui dit, oh là là, il faut enlever le veau biologique. Il faut pas faire adopter quand il y a le veau avec sa mère. Est-ce qu'on peut avoir des éléments de gens qui font ça depuis un moment, s'il vous plaît? Oui, Est-ce merci. qu'on peut peut-être compléter les réponses de Séverine et Germain avec la quantité de lait aussi qui est estimée par jour jusqu'au sevrage à 5 6 mois? Ouais. Germain, Jean-Marie, ou il y a d'autres éleveurs aussi qui sont sur la visio et qui pratiquent aussi. Qui veut intervenir? Germain, Séverine ou quelqu'un d'autre? Ouais, Germain, je veux bien. Euh, Bah, du coup, ça s'apprend en faisant, puisqu'on savait pas avant de commencer non plus comment adopter des veaux. On le faisait quelques fois avec des jumeaux allaitants, mais voilà, c'était très très rare. C'est vrai que c'est une période cruciale et pas simple, mais voilà, avec de la patience. Et il faut dire aussi qu'il y a une partie des veaux qui arrivent chez nous qui sont déjà adoptés par l'éleveur laitier, donc qui lui a la cartouche de pouvoir la repasser en salle de traite si ça convient pas. Ouais, moi, j'estime qu'il y a la moitié où ça se passe bien. Ah non, je dis un quart très très vite, c'est-à-dire qu'il n'y a besoin d'aucun boulot. La moitié où ça se passe plutôt bien avec un peu de temps, et un quart où c'est plus compliqué, quoi. Voilà, et ça varie en fonction des périodes. Et une vache qui a bien adopté à un moment donné peut ne pas adopter la série d'après. Il y a aussi un effet de parce qu'on fait les débuts d'adoption en séparé, et quand on remélange tout le monde, il y a des vaches qui vont préférer un autre veau, et ça bouge en fait, et ça, il y a de l'affectif aussi en fait entre les vaches et les veaux. Ou alors de la douleur peut-être en fonction de comment ils têtent, je sais pas, mais il y a des vaches qui préfèrent certains veaux. Donc oui, c'est une période cruciale. Faut pas, je dis souvent qu'il faut pas dire enfin, quand on intervient là, faut pas dire que c'est miraculeux, que ça se fait tout seul, parce que c'est pas la réalité. Mais ça se fait, quoi. Bah oui, moi je suis d'accord avec ce que dit Germain. Il y a souvent un quart où on n'a rien, on n'a pas de boulot à faire, on met les bouts, et tout le monde tête, la mère dit rien. Après, il y a une partie où il faut mettre peut-être 3 ou 4 jours, où il faut venir gratter la mère pour qu'elle tape pas ses bouts. Et au bout d'un moment, elle les accepte et ça se passe plutôt bien. Et vraiment, si ça se passe mal, bah, moi je les change, ouais, je les mets pas en mer vite, parce que enfin, ça va être toujours du boulot, le coup va avoir peur, il va mal traiter, ce sera pas l'idéal.
Et c'est vrai qu'une mère peut accepter ses 3 premiers veaux et quand on change, elle a tellement aimé ses 3 premiers veaux qu'elle va encore gueuler et ça sera encore pour mettre 3 jours sur les prochains veaux. Mais dans l'ensemble, si le début se passe bien, après en général, ça se passe bien. Mais il faut toujours avoir de la surveillance Mm. parce que ça peut aller très vite si on ne surveille pas qu'il a bien tété ou pas. Il chope vite une maladie et là, c'est plus embêtant. Mais en général, moi, je j'ouvre mes portes, mais vous savez sur quelle mère ils vont aller. Ils ont toujours la même mère en général, ils savent quelle mère ils vont. Voilà. Dans Ouais, quel ordre parce que souvent, ça je les c'est libère les plus petits en premier et les autres, les gros, ils savent qu'ils doivent attendre que les plus petits soient libérés en premier avant les. ouais. Donc c'est un élément crucial hein, de cette phase où il faut vraiment observer, avoir un temps quand même de présence. Hein, c'est ce qui ressort quand même régulièrement des éleveurs et éleveuses qui font ce type de pratique. Est-ce que tu peux, Germain, Ouais, nous donner juste des... pour compléter, Pardon. Anne, Ouais. pour compléter par rapport à l'adoption, parce qu'il y avait une question sur les bâtiments. Donc bah là, au sein des groupes d'éleveurs, il y a quand même tout le temps une réflexion sur comment... enfin, en fait, les bâtiments aujourd'hui ne sont pas adaptés pour faire les adoptions, donc c'est comment les réaménager pour favoriser ça. On a certains éleveurs aussi qui se posent la question plutôt sur du mobile pour pouvoir faire des adoptions en prairie, notamment sur les périodes de printemps. Et par rapport aux quantités de lait, on l'a mesuré de deux manières, on va dire théoriques à partir de calculs et de ce qui avait été trouvé à l'INRA, et sinon par la pesée de vache. Et grosso modo, en début de lactation, on est autour de 8-9 kilos de lait qui sont bu par les veaux. Et à la fin, corrigé des fourrages qui sont consommés par les veaux, on arrive autour de 2 kilos de lait. Merci Simon pour ces compléments. Si je Oui. peux juste témoigner sur notre expérience là-dessus, où nous, l'élevage des veaux se fait pas sous la mer. Les veaux sont élevés comme les femelles, donc au dalle, lait entier. Sevrage à autour de 3 mois et avec une consommation de 350 litres de lait. Ok. Avec complémentation, enfin, dès le départ, mise à disposition de soit maïs grain entier, soit épeautre, en fonction de ce qu'on a. Et qui consomme très rapidement, en fait. Au bout de 3 semaines, un mois, il commence à grignoter. Merci Mais Jean-Marie. c'est à volonté, voilà. Mais Ok. c'est hors. Nous, on n'est pas, on n'a pas de pesée, on n'a pas de vol au mâle. Par contre, on connaît les litres de lait qui sont consommés. D'accord. Merci pour ces précisions. Et Eric qui voulait intervenir? Ouais, je voulais juste dire qu'il y avait, enfin, on est de quelques éleveurs là à commencer à essayer d'utiliser les huiles essentielles pour tromper un petit peu les vaches lors de l'adoption ou de la réadoption. Euh, et puis sinon, nous, dans notre élevage laitier, c'est plus facile, hein, mais à chaque fois, on sépare au bout de 3 4 jours le veau de la mère pendant au moins une semaine. Et après, on essaye autant que possible qu'il retourne pas sous sa mère, mais plutôt sous une autre vache quand on a décidé que la mère serait nourrice et que le veau passerait dans Valomale. Voilà. Donc, il y a tout un temps d'adaptation euh, pour pouvoir préparer à la phase d'adoption. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Anaëlle? Il y a une question de Monsieur Chiron sur le pâturage, savoir si la gestion du pâturage est sous forme de pâturage tournant dynamique. Des réponses, des éleveurs? Germain, Séverine ou d'autres éleveurs? Éleveuses? Dynamique, plus ou moins. Ça dépend, mais dynamique. Séverine? Même réponse, hein, c'est plus ou moins. J'ai pas entendu. C'est plus ou moins dynamique, ouais, nous aussi c'est pareil. Ok, merci. S'il y a d'autres éleveurs qui veulent intervenir? Ou éleveuses? Oui, Monsieur Chiron, je vous laisse, vous pouvez intervenir si vous voulez. Oui, donc ça fait pas mal d'années que je travaille en pâturage tournant dynamique et que j'arrive à finir les animaux de classement R, donc avec un état d'engraissement 3. Et ça va très bien, hein, puisque le prix de revient, c'est à peu près celui des champignons, quoi, le prix de la cueillette. Et à côté de ça, il y a une demande quand même pour la viande qui est finie à l'herbe.
parce qu'il y a quand même un équilibre des acides gras qui est clairement en faveur des animaux qui n'ont jamais mangé de concentré, surtout pendant la phase de finition. Et je suis surpris de ne pas en entendre parler parce que dans ce webinaire, parce que là, il y a vraiment des animaux qui se prêtent à cette demande-là. Qu'en dites-vous? C'est peut-être une question pour Jean-Marie. Ou d'autres, hein. Je, Oui, Germain. Vas-y, Germain, je pourrais compléter après si tu veux. Ouais, juste, oui, on n'a pas parlé de la finition, mais on a parlé des phases jeunes où c'est un peu plus compliqué sans rien apporter. Si on veut maintenir des croissances et sortir des animaux jeunes à la fin. Du coup, nous, par contre, tous les animaux qui naissent au printemps, que ce soit allaitant ou issus du troupeau laitier, partent en juin-juillet et n'ont pas eu 1 kilo de concentré à l'investissement. Et sont finis au pâturage tournant limite. Mais voilà, comme on a 2 périodes d'adoption, bah, et la filière n'a pas besoin, peut pas accueillir non plus tous les animaux en juin. Il y a aussi des périodes où c'est plus compliqué, quoi. Jean-Marie, merci. Par rapport à la valorisation éventuelle de ce type d'animaux-là, qui effectivement a sans doute de l'intérêt d'un point de vue organoleptique et qualité de la viande, on a du mal en fait à se positionner euh, enfin, de manière à pouvoir organiser une filière régulière sur toute l'année avec des animaux élevés, engraissés à l'herbe du 1er janvier au 31 décembre. C'est pas facile de trouver les régions et les gens qui sont en capacité de le faire. Donc, on n'a pas suffisamment d'animaux pour envisager un débouché spécifique pour ça. Après, effectivement, plus l'animal est élevé à l'herbe, mieux c'est, hein, mais y compris économiquement pour l'éleveur. Donc, on encourage largement cette démarche-là, mais on ne sait pas aujourd'hui l'imposer et la valoriser chez notre client final. Parce qu'on a du mal à avoir, alors je n'ai pas la réponse à tout, hein, mais on a du mal à avoir en nombre et en quantité les animaux toute l'année pour satisfaire ce marché-là. Oui, mais je peux compléter. Donc, j'imagine qu'à partir du mois de juin, il y a presque toutes, ou du mois de mai, il y a presque toutes les semaines des animaux qui sont finis exclusivement à l'herbe. Et en face, il y a des collectivités qui seraient intéressées pour avoir cette viande-là et communiquer là-dessus. Et il faudrait tout simplement leur en faire profiter quand il y en a. Ok, alors, quelle est Mais l'offre et la demande en fonction des... Bah, en fait, aujourd'hui, nous, on n'a pas de demande là-dessus. Donc, c'est vrai qu'on ne s'est pas penché sur le dossier parce qu'on n'a pas de collectivité qui nous demande spécifiquement ce type de produit-là. Mais pourquoi pas, hein. Eh ben, écoutez, je m'en charge parce que je suis en lien avec des groupes de restauration collective, donc Pas de qui sont souci, demandeurs de ça. pas de Ok, souci. Et donc, merci. c'est super, merci. Merci. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Il y a juste Eric avec un cas qui a pas mal témoigné dans le chat. Je ne sais pas si Eric, tu souhaites Oui, amender ou tu as poser une quelques autre questions. approche en termes Et de fonctionnement? voilà. Et après, peut-être une dernière question de Maud, j'ai par rapport à savoir s'il y a une approche économique au projet pour les deux dernières questions. Ok, on laisse la partie économique, peut-être Sylvie. Germain ou Eric, vous pourrez compléter. Effectivement, au sein du groupe, on a regardé ce que ça faisait sur une ferme laitière si on élevait tous les animaux qui naissaient. On a regardé sur une ferme allaitante, qu'est-ce qui se passait si on remplaçait le cheptel allaitant par un cheptel de vaches nourrices et de veaux pour la production de bœufs. On a aussi regardé à l'échelle des lots, est-ce que, est-ce que l'éleveur sur un lot pour lequel il achète ses vaches nourrices et ses veaux et qu'il vend à la fin des bœufs, est-ce qu'il gagnait, est-ce que voilà, est-ce que c'était rentable? Et donc dans tous ces schémas en fait, on se rend compte que le système peut tenir la route, mais on va dire, c'est très fin. Ça veut dire que à chaque fois qu'on rajoute 0,1 de chargement ou qu'on diminue de 0,1 de chargement, à chaque fois qu'on rajoute 100 euros d'achat pour chaque veau, à chaque fois que l'on a une perte ou chose comme ça, fait que à la fin, on gagne ou on perd de l'argent sur ces animaux-là. Donc après, je sais pas si Germain, tu veux compléter. Ouais, bah t'as raison sur les facteurs. Il y a aussi le facteur prix de la viande qui vient jouer aujourd'hui.
Donc, il y a des gros, enfin, on avait modélisé le système il y a quelques années. Là, il y a des gros changements qui bougent très vite entre le prix de la viande, le prix des veaux. Euh, voilà, le nombre de veaux par vache, facteur climatique aussi la qualité des fourrages. Mais sur le papier, on, on imagine un petit plus quand même pour la production de bœufs sous vache nourrice versus vache allaitante, parce qu'il y a une meilleure efficacité des vaches qui élèvent plus de veaux. Donc, ça nous permet de sortir plus d'animaux par rapport au nombre de vaches présentes. Mais en même temps, c'est pas non plus. C'est un petit peu plus et il y a un petit peu plus de travail. Donc voilà. Et aujourd'hui, on n'a pas le recul, on n'arrive pas à sortir sur la ferme vraiment les chiffres réels pour séparer du troupeau allaitant, quoi. C'est pas simple à faire. Mais le produit viande a plutôt tendance à augmenter quand Ok. Merci Germain. Ça fait vraiment partie des éléments où, dans le cadre du projet, on a besoin d'affiner ça. Donc, ça va se poursuivre dans le cadre du CASDAR Valov Bio au niveau national, comme je vous parlais en introduction. Donc, ça, c'est des choses qu'on va affiner dans le temps et puis emmagasiner encore plus de données à l'avenir. Anaëlle, c'est bon? Bah, juste, il y a eu une dernière question sur le temps de travail et comme Germain on en a parlé très très rapidement, si tu peux juste détailler un tout petit peu sur le temps de travail et puis après On on en parle. terminera. Ouais, bah c'est comme les différents témoignages sur l'adoption, donc vous saisissez un peu le temps. Voilà, donc c'est aussi l'astreinte qui est nouveau pour nous, éleveurs allaitants. On a l'astreinte au moment des vélages, on l'a un peu moins quand tout le monde est à l'herbe. Donc là, sur les périodes d'adoption, donc on va dire qu'il y a un mois où il y a vraiment une astreinte matin et soir assez forte. Aujourd'hui, peut-être 3 heures par jour, 2 heures et demie par jour. Et puis un autre mois où c'est la même astreinte mais moins forte. Et puis petit à petit, ça devient plus de la surveillance. Après, se pose la question de faire de la tétée surveillée, voilà, et de lâcher les veaux comme ça a été présenté tout à l'heure, matin et soir. Où là, il y a vraiment une astreinte. Je pense qu'on gagnera un peu en technique, mais il y a une astreinte permanente. Aujourd'hui, bon, je le vis bien, quoi. Voilà. Ok, merci Germain. Merci pour vos interventions. On arrive bientôt à la fin. Juste pour vous dire que dans le cadre de ce projet, plusieurs publications vont être faites, donc avec des éléments autour des indicateurs. Ce même webinaire sera donc en replay, donc on pourra vous envoyer l'enregistrement qui pourra être diffusé largement. On va faire aussi des fiches témoignages. Donc il y a Germain, Séverine, Eric, il y en a plusieurs qui sont au webinaire qui vont témoigner avec des éléments plus techniques par ferme. Également les éléments autour de l'abattage, le devenir des animaux, l'enquête qualitative auprès des prospects. Il y a eu des fermes ouvertes aussi hier et puis mardi. Il y en a une autre en Vendée le 27 mai, donc n'hésitez pas ceux qui souhaitent voir sur une ferme. Voilà, vous avez toutes les informations dans ce lien-là. De toute façon, on vous enverra le diaporama pour les inscrits. Également, il y a eu plusieurs articles qui ont été faits dans Biophile et puis dans nos publications. Il y a eu aussi un article sur Paysans Bretons dernièrement aussi. Et donc, il y a eu aussi une petite vidéo pour présenter le projet avec des éleveurs mayennais. Et donc, on vous fera une récap de l'ensemble des supports. Donc, voilà. Et je tenais à remercier aussi toutes les personnes qui ont contribué à ce webinaire. Donc, il y a les contacts qui sont là des animateurs techniciens. Voilà, et puis les intervenants, ceux qui ont témoigné, les éleveurs, et puis aussi ceux qui sont intervenus pour Biolay et Bio. Je vais laisser un petit mot de conclusion à Eric pour ce webinaire, si tu peux nous faire ça en 2 minutes. Juste pour dire que c'est notre âme d'éleveur hein, qui nous a fait aller vers ce projet avec des confiances réciproques, des partenariats, trois, quatre élevages. Moi, je voulais juste dire deux choses. C'est que on souhaite que ce projet se développe, mais pas se développe en devenant un projet plus gros, mais que ce qui se passe en Mayenne et ce qui émerge dans d'autres départements, ben, ce soit des groupes d'éleveurs qui ensemble échangent et mettent en place des partenariats. Et puis, à très court terme, on aimerait bien sortir des données technico-économiques un peu plus précises avec pourquoi pas des marges brutes de vaches nourrices
Et puis, ça a été évoqué, cette question du temps de travail qui, nous, en tant qu'éleveurs laitiers, nous demande un petit peu plus de travail, et chez les éleveurs allaitants aussi. Mais comme dit Germain, quand on est éleveur, ben, ça nous va, quoi. Voilà, et il y a vraiment des témoignages d'éleveurs, soit laitiers et surtout allaitants, qui feraient pas marche arrière et qui aujourd'hui sont vraiment heureux d'élever des veaux avec des vaches nourrices. Voilà, je m'arrêterai là. Merci Bonne Eric. journée à tous. Eh bien, on a tenu le timing, donc on peut se féliciter. Je remercie tout le monde des participants et des gens qui ont suivi jusqu'au bout ce webinaire. Et puis, on vous envoie tous les liens des diaporamas. Et merci à tout le monde et ceux qui ont participé à ce webinaire et sont intervenus. Au revoir et à bientôt.